Je pense que c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 21 octobre 2021 pour ce cours de critique. Et donc, aujourd'hui, on va parler encore de critique féministe. Je ne sais pas si vous avez lu les textes que j'ai indiqués. Il me semble que Clara, tu as bien lu, parce que je te suis sur Instagram. Oui, j'ai oublié de mettre la story sur les meilleurs amis. Non, je rigole. Pour que les profs ne puissent pas voir. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, j'ai commencé à lire, mais pas du tout. J'ai pas réussi à finir. J'ai réussi à rien faire. Mais j'y suis. On y va, je t'écoute. Oui, merci de m'apprendre que je ne fais pas partie de tes meilleurs amis. Non, mais là, il faut séparer les professionnels, des choses qu'on fait pour Insta. Non, mais c'était bien pour partager les livres et faire mes lectures. J'aime bien de faire ça. Mais malheureusement, je n'ai pas pu finir la lecture, non. Pas de cette fois-ci. D'accord. C'est pas grave. Je vais donc commenter les deux textes que j'avais indiqués pour aujourd'hui. Et je voudrais commencer par, c'est-à-dire, il y a j'avais fait cette différence, cette distinction la semaine dernière de la critique américaine, la critique féministe américaine et la critique féministe française, parce qu'il y a des différences, n'est-ce pas? Et en plus, il y a cette différence, elle est marquée ou elle est présente pas seulement dans la critique littéraire féministe, mais aussi dans la philosophie, je dirais. Il y a, à partir des années, je ne sais pas, peut-être des années 50, un courant philosophique ou des courants philosophiques français ou européens, on va dire. Assez souvent, on parle des courants, pour le dire au pluriel, des courants philosophiques continentaux, correntes filosóficas continentais. Quand on dit continental dans la philosophie, on parle de la France, l'Allemagne, Belgique, etc. Et anglo-saxon, c'est-à-dire en Angleterre et aux États-Unis. Il y a un commerce, je veux dire, d'idées entre l'Angleterre et les États-Unis. Et surtout, ils auront un type de philosophie, je parle de l'après-guerre, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Angleterre et les États-Unis, il y aura un type de philosophie, c'est une espèce de courant philosophique qui vient de la logique classique, qu'on va appeler la philosophie analytique. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez les cours de sémantique, linguistique sémantique, parce qu'il y a, par exemple, le théoricien Frege, qui est étudié dans la sémantique, qui est un de ces philosophes du langage. En fait, il y a, je commente ces choses-là parce que ce sont des choses autour desquelles on va graviter aujourd'hui pour parler de la critique littéraire féministe en France. Parce que, assez souvent, on va parler de philosophie du langage, mais il y a cette philosophie qui prend en compte les langages en France, mais il y a la philosophie du langage ou la philosophie analytique qui vient de Wittgenstein, par exemple. Ça prend la sémantique en linguistique aussi. Et puis, il y a tout un courant de la philosophie analytique. J'ai oublié les noms de ces philosophes parce que je ne travaille pas trop là-dessus, ça ne m'intéresse pas trop. Mais ils sont tous des langues anglaises, anglophones. J'ai oublié les noms de ces philosophes. Mais ils vont travailler la langue d'un point
d'un point de vue logique, structurel et sémantique. Raison pour laquelle assez souvent ils vont se moquer ou ils vont critiquer cette philosophie continentale et ils vont dire que cette philosophie française, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une philosophie sans valeur. C'est de la littérature, c'est de la poésie, c'est du bavardage. Ça, c'est un bon mot utilisé. C'est le bavardage, tagarélis. C'est-à-dire, ils vont dire que cette philosophie française, et quand je parle de philosophie française de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est le structuralisme français, les post-structuralismes, les féminismes, la déconstruction de Derrida, quoi d'autre? La philosophie de Deleuze, Guattari, qui d'autre? C'est ça, n'est-ce pas? Qui vont avoir une approche du langage un peu différent. Et je vais vous montrer ça dans les textes, surtout de Cixous aujourd'hui. Il y a un appel au langage assez intéressant. Et je vais vous dire aussi, parce que dans ce côté de la critique féministe, je débute, jamais étudié en profondeur, et je profite à l'occasion de la discipline pour avancer un peu plus. Et ça a été une belle découverte de savoir qu'Hélène Cixous, une des auteurs qu'on va travailler aujourd'hui, a étudié Clarice Lispector. Et c'est très intéressant de voir ça, qu'une une écrivaine brésilienne et immigrante, c'est-à-dire qui était de la périphérie de la planète, du capitalisme, a intéressé à une critique littéraire française, n'est-ce pas? Et il me semble, je n'ai pas lu ce qu'elle a écrit à propos de Clarice Lispector, mais il me semble qu'elle a beaucoup écrit sur Clarice Lispector. C'était une référence importante pour elle. Et Clara, je vais essayer de toucher à la question que tu m'as posée la semaine dernière à propos de la littérature féminine ou de l'écriture féminine. D'accord? Et donc, c'est une divergence, mais c'est une présence quand même autour ou dans cette critique féministe. Donc, quoi d'autre? Je parlais de philosophie continentale et analytique. Ah oui, pourquoi je fais cette distinction entre philosophie continentale, analytique, philosophie française et philosophie anglophone? Parce qu'il y aura la même critique par rapport à la critique féministe. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur dans le fichier, je peux faire ça, moi tout de suite. Je vais partager avec vous et vous montrer le fichier ici. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est le... Je vous montre, nous avons matériel Joule. Le fichier K, c'est la critique féministe. Et ici, quand vous entrez dans le fichier, il y a tous les textes concernant la critique française. Donc, il y a les deux volumes de Simone de Beauvoir. Il y a ce livre sur le féminisme, je vais commenter rapidement aujourd'hui. Hélène Cixous, Virginie Despentes, c'est une représentante plus contemporaine du féminisme en France. J'ai mis aussi Julia Kristeva, je vais en parler rapidement. Et il y a Wittig, ou je vais prononcer à la française Wittig, Monique Wittig, une des auteurs qu'on va discuter aujourd'hui. Et dans les lectures complémentaires, j'ai mis ici toute une série
d'auteurs de la critique littéraire féministe américaine ou anglaise. Mais la plupart, ce sont des américaines. Et une des critiques qu'elles vont faire par rapport à la critique littéraire féministe française, c'est le manque de pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est une marque de la pensée américaine, en quelque mesure, n'est-ce pas? Assez souvent, on fait cette distinction. Les études académiques aux États-Unis, assez souvent, ils sont quantitatives, n'est-ce pas? N'importe, même en littérature, assez souvent, on retrouve quelque chose comme ça. Ils arrivent à faire la statistique de n'importe quoi, ou de tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Par exemple, genre d'études littéraires par rapport, je sais pas, on va lire Proust et on va compter combien de fois on retrouve le terme cathédrale. Et à partir de la récurrence du terme cathédrale, on va interpréter le livre d'une telle façon. Enfin, c'est juste pour vous donner un exemple de possibilités d'études quantitatives dans la littérature. C'est pas très intéressant, mais quand même, n'est-ce pas? Et donc, j'ai essayé de faire ici un aperçu historique. Donc, vous allez retrouver ici, genre, Mary Ellman, c'est un livre de 68, Kate Millett de 70, et c'est intéressant parce qu'il y a quelques livres ici, comme celui de Plain and Sellers, qui est de 2007, qui fait une révision depuis une certaine distance, parce que nous avons ces livres-là des années 60-70, qui étaient la naissance de cette critique littéraire féministe aux États-Unis. Et puis, nous avons déjà cette révision critique des années plus tard. Donc, nous avons ce livre de... et Tori Moy aussi, elle fait une révision, mais en 85. Et puis, nous avons cet autre livre-là de Plain Sellers de 2007. Donc, si vous voulez vous approfondir dans cette thématique, j'en ai mis ici pas mal de choses. Donc, ça, c'est juste parce que il y a ces deux grands courants, n'est-ce pas, aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, il y a un développement de cette critique qui va de la critique féministe, des études, ce qu'on appelle les cultural studies, ou les études culturelles, queer, etc., qui va se développer un peu plus. Et c'est intéressant aussi parce que c'était, je dirais, comment on dit ça en français, le melting pot. Il y a une expression pour ça, c'est le pot, j'ai oublié comment on dit ça. Escaldeirão cultural. Et Monique Wittig est partie aux États-Unis dans les années 70 pour y vivre en raison des divergences avec les mouvements féministes en France. Donc c'est intéressant, et ici on aura deux auteurs avec des conceptions assez différentes et intéressantes à voir. Et en plus, j'ai essayé aussi de sortir un peu de Simone de Beauvoir, que assez souvent vous avez plus de contacts, n'est-ce pas? Et donc, Clara ou les autres, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Hélène Sixou et Monique Wittig avant ce cours où vous aviez, est-ce que vous avez, ouais, vous aviez écouté parler, entendu parler de ces auteurs avant ou pas? Ou Julia Kristeva aussi? Non, moi non, jamais. D'accord. Et c'est intéressant, avant de commencer, ou on a déjà commencé, quelque chose de très intéressant, c'est la critique
pas toujours vélé, parfois vélé, mais parfois explicite, au discours psychanalytique. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné, que ça a été une surprise intéressante en lisant ces textes, parce que moi, je suis, là je parle personnellement, je suis quelqu'un qui adhère assez souvent au discours psychanalytique. J'aime bien, j'ai une identification, j'ai quand même un peu étudié la psychanalyse, quelques textes, j'ai quelques références. Et ça a été très intéressant de voir une critique assez solide, assez forte au discours psychanalytique. Et en plus, surtout avec Monique Wittig, avec la critique qu'elle fait au discours hétérosexuel, elle fait une critique à la psychanalyse aussi. Et j'avais jamais pensé à la psychanalyse comme un discours hétérosexuel, masculin, impératif, impérialiste en quelque mesure aussi. On verra ça dans le texte. D'accord? Donc, avant de commencer, là, je change le partage d'écran. Et je voudrais juste vous montrer une page d'un autre livre ici. Celui-là. Ce livre-là de Caparros, José ou José Caparros, il est disponible dans les fichiers, mais dans les fichiers sur les courants critiques ou théoriques du XXe siècle. Et si je ne me trompe pas, je l'ai mis dans l'activité, cette activité que vous devez me rendre demain. Si vous avez des questions par rapport à l'activité, je vous demande, je vais ouvrir un espace à la fin du cours, vers 11h50, si vous voulez me poser des questions. Mais je pense que ce livre-là, il est dans la liste de livres ou de documents que j'ai mis avec l'activité. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est en espagnol, mais ça nous sert quand même. C'est une série de thèmes et problèmes théoriques que la critique littéraire féministe pose à la critique littéraire ou aux études littéraires. Et c'est intéressant, je veux juste vous montrer, parce que ici, ce que nous avons, ce sont des possibilités d'études littéraires autour de ces thématiques du féminisme, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici la reconstruction de l'histoire des femmes et de la tradition littéraire féminine. Donc, il y a cet effort de reconstruction en ajoutant les femmes dans l'histoire et dans la tradition littéraire. La formation du canon ou la réformation ou la réforme du canon en introduisant les femmes. Et en plus, quand on fait ce genre de... parce que les canons, comme vous savez, les canons, c'est une espèce de liste des grandes œuvres et des grands auteurs de l'histoire littéraire. Mais il y a une différence quand on parle de classiques et quand on parle de canons. Et assez souvent, les classiques, ce sont des œuvres en quelque mesure ahistoriques ou atemporelles, ou des œuvres qui arrivent dans une longue période de temps à répondre ou à nous aider à nous poser des questions. N'est-ce pas? On est capable, par exemple, de relire la mythologie grecque ancienne, et ça nous aide à poser des questions encore aujourd'hui. Juste pour vous donner un exemple, dans le corpus d'aujourd'hui, il suffit de regarder les titres du livre de Hélène Cixous, Le rire de la Méduse. Méduse vient de la mythologie grecque. Et c'est un mythe qui sera retravaillé par le féminisme, et je vais en parler tout à l'heure.
et d'une façon très intéressante. Mais vous voyez, ça c'est la conception classique. Le canon, par contre, c'est une liste d'œuvres, et assez souvent cette liste d'œuvres d'auteurs, elle répond à une vision du monde. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple, de l'année dernière, je crois que c'était de 2019, si je ne me trompe pas. Oui, je crois, ouais, je sais pas. Souvenez-vous de Ricardo Alvim? Ça vous dit ce nom, Ricardo Alvim? Ricardo Alvim, ça vous dit quelque chose? Ça ne me disait pas, mais j'ai recherché maintenant. Oui, je me souviens de quelque chose. Il a été nommé secrétaire de la culture de Bolsonaro. Ça a été, si je ne me trompe pas, le premier. Et il est devenu célèbre à cause de la vidéo qu'il a fait pour diffuser un appel aux artistes. Et en plus, et cette vidéo a été dans cette vidéo, il a mimétisé Goebbels, le secrétaire de la communication de Hitler, etc. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que dans cette vidéo, il parle, dans cet appel, à un art national, nationaliste, patriotique, ou patriote, c'est pour vous. E c'était intéressant parce qu'il disait a arte agora será heróica ou não será nada, des choses comme ça. Et c'est intéressant parce que ce qu'il voulait faire avec cet appel-là, parce que vous voyez l'appel qu'il ouvrait avec cette vidéo-là, en fait, ça a été retiré, ça a été un scandale, etc. Mais il voulait chercher des artistes qui représentaient la vision du monde du gouvernement Bolsonaro. Et les canons servent à ce genre de choses. De façon peut-être plus ouverte, mais de façon aussi plus fermée. N'est-ce pas? Par exemple, parce que l'art, en fait, nous avons, comme je vous ai déjà dit, nous avons dans l'art, dans la littérature, des œuvres qui représentent la tradition et qui confirment et renforcent la tradition. Et nous avons des œuvres qui rompent avec la tradition. N'est-ce pas? Et l'art, ou l'histoire de l'art, de la littérature, c'est un jeu ou une dispute entre les défenseurs de la tradition et les défenseurs de l'innovation, de la rénovation, de l'originalité. On peut résumer plus ou moins comme ça. Et dans ces jeux-là, on peut regrouper dans un canon littéraire. Et assez souvent, les canons littéraires ils représentent les forces au pouvoir. C'est-à-dire, comme ça, par exemple, pour ne pas nous éloigner de la thématique d'aujourd'hui, si on prend des livres d'histoire littéraire plus anciens, assez souvent, on aura du mal à trouver des écrivains dans ces livres-là, parce qu'il y avait une domination masculine dans les champs culturels. N'est-ce pas? Et la critique féministe, elle va refaire ou repositionner les canons littéraires en incluant, en y ajoutant des œuvres, des auteurs, des écrivains, des auteurs avec un E à la fin. Ou autrices, ça existe aussi. Moi, j'aime moins autrices. Donc, formation du canon littéraire, l'historiographie féministe, la critique féministe noire, la critique de la représentation des femmes dans l'art et dans la littérature. Je vous en ai parlé la semaine dernière, cette idée de la représentation, n'est-ce pas? C'est-à-dire
d'accord, Vitor, si tu as du mal à continuer, les cours sont enregistrés, ou dès que possible, tu reviens. D'accord? T'inquiète pas. Et de la représentation, comme je vous ai donné l'exemple de Madame Bovary, qui a été écrit par Flaubert, un écrivain homme, mais qui avait un personnage assez fort. Les femmes de la culture populaire, le débat entre détermination biologique et construction sociale du genre. On va en parler aujourd'hui aussi. L'androgynie, cette indistinction entre hommes et femmes où se mélange entre eux. Et c'est intéressant l'idée de l'androgynie, de parler du côté de l'homme et de la femme, parce que, par exemple, dans les siècles, dans les romans, ou même dans l'imaginaire romantique, la figure du dandy était cette figure masculine afféminée. Et c'était un standard de beauté. Ça, c'est intéressant d'avoir une masculinité au XIXe siècle qui était, c'est-à-dire, la beauté masculine, elle était proche de la féminité. Et puis, ça a changé. Si, je ne sais pas, aujourd'hui, nous avons le modèle, ça, c'est pas Forgeron, c'est pas Forgeron, ou Legnado, on dit ça en français. C'est bûcheron. Bouche. Oui. Les bûcherons, merci. Du bûche, non? Donc, nous avons ces modèles, mais au 19e siècle, on avait comme modèle les dandys afféminés, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de voir aussi dans les années 70 des figures comme Mick Jagger ou David Bowie qui jouaient aussi ce modèle de masculinité féminine en quelque mesure, n'est-ce pas? Les Mato Grosso aussi, ici au Brésil, pour ne pas parler que de figures étrangères. Donc, culture et tradition lesbienne, n'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant, et Monique Wittig va faire ça aussi. Et c'est intéressant parce qu'on est capable de reprendre toute une tradition lesbienne depuis la Grèce ancienne, n'est-ce pas? Lecture depuis les genres, l'écriture féminine ou masculine, par exemple, la condition de l'écrivaine et les circonstances de sa création. Et là, une œuvre de référence, c'est celle-ci, Virginia Woolf, um teto todo seu. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre. Je crois que je l'ai mise mais en anglais, si je ne me trompe pas, dans les lectures complémentaires. Non, je ne l'ai pas fait, mais je peux le faire après. Mais c'est un livre que vous pouvez trouver facilement. Et dans ces livres-là, elle parle de ces conditions sociales, économiques et familiales d'écriture de la femme. C'est-à-dire avoir un espace à la maison dans lequel elle peut se concentrer dans l'écriture, avoir une rente qui permette à la femme de se consacrer à l'écriture. Donc, c'est intéressant, cette question de la condition de l'écrivaine et les circonstances matérielles de l'écriture de la femme, n'est-ce pas? C'est intéressant. Clara, Ilana, Isabelle, je ne me souviens plus si tu as suivi les cours de roman avec moi. Souvenez-vous, nous avons étudié Leila Slimani,
et le livre Chanson douce. Et je vous ai apporté une interview de Leila Slimani. Leila Slimani est une écrivaine contemporaine, féministe, qui soutient le discours féministe dans les débats publics. Et elle parle à un moment donné de cette condition, par exemple, de devoir embaucher une nounou pour s'occuper de ses enfants pour qu'elle puisse écrire, n'est-ce pas? Et donc, ça met aussi, même si Leila Slimani, vous voyez comment il y a plusieurs lignes de force qui croisent. On les sépare dans le but de l'analyse, de l'étude, de la théorie, mais dans la vie réelle, ça se croise. Pensons à Leila Slimani, par exemple, qui est une femme noire. Pour nous, au Brésil, on dirait métisse, mais en France, elle est plutôt noire. Maghrébine, d'origine maghrébine, donc elle n'est pas française de souche, elle est immigrante, en quelque mesure, mais qui a une condition sociale, une bonne condition sociale, journaliste, qui a les conditions économiques d'embaucher une autre personne pour s'occuper de ses enfants pour qu'elle écrive, n'est-ce pas? Et cela n'est pas le cas de toutes les femmes, n'est-ce pas? Ou, par exemple, Clara, nous avons lu Amal, l'écrivaine camerounaise, les livres, j'ai oublié les titres du livre. Mais bon, les impatients. Isso, les impatients. Voilà. Et tu sais, Clara, moi, j'ai participé à la conversation avec elle, organisée par Son de France. C'est toi qui as partagé la... Oui, c'était moi. Moi, finalement, je n'ai pas pu. C'était bien. Oui, c'était bien. Ça a été une conversation d'1 heure et ça a été intéressant. Et je lui ai posé 2 questions. C'était vraiment intéressant. Oh, cool. Pour le faire publier en France. Et en fait, elle a dit que ce n'était pas une réécriture, c'était juste une adaptation de certains éléments linguistiques. Et l'autre, j'oubliais quelle était l'autre question que je lui ai posée. Et c'était intéressant parce que il y avait une dame dans les spectateurs qui s'appelle Maria Aparecida, qui a été mon élève à Belo Horizonte. Et c'est une femme de, je ne sais pas, 90 ans, des choses comme ça. Elle est très âgée. Mais elle est amatrice de la langue française. Quand elle a été mon élève, en fait, elle prenait des cours de français juste pour pratiquer. Parce qu'elle avait, à l'époque, moi j'étais jeune professeur, elle avait une connaissance de la langue française meilleure que la mienne. Et elle était présente, elle a posé une question aussi. Ça a été très bien de la voir. Depuis plus de 10 ans qu'elle a été mon élève et elle était déjà âgée. Et elle est encore là, lit toujours en français, participe à ces initiatives. Donc, pourquoi je parle de cette écrivaine des impatients? Parce que la question de la violence conjugale contre la femme, dans un contexte de violence comme celui-là, c'est impossible à la femme d'écrire aussi, n'est-ce pas? Donc, ce sont des questions que la critique littéraire pose à la littérature, n'est-ce pas? À l'autobiographie. Et je vais mentionner ici aujourd'hui aussi, Ilana et Clara, vous vous souvenez probablement de l'événement, le livre de Dany Erno, une autre écrivaine, je dirais féministe aussi, n'est-ce pas? C'est le récit autobiographique sur son expérience de l'avortement, n'est-ce pas? Donc, ces côtés autobiographie, la question des femmes et la différence. On va toucher à cette question aussi
Et ça, c'est une question, une des critiques que le féminisme fait à la psychanalyse, surtout à Lacan, le célèbre psychanalyste français, parce que pour Lacan, la femme était une espèce de non-genre. Vous voyez, parce que la femme était l'autre. Et puis, il va développer sa théorie psychanalytique, il va parler du grand autre, ou grand autre, mais pas de la femme, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant parce que vous voyez comme si les genres par excellence étaient les genres masculins, l'homme, et la femme est les non-genres ou l'autre. C'est-à-dire que pour Lacan, c'est la critique qu'elles vont faire, pour Lacan, la femme n'existe que pour justifier l'homme, n'est-ce pas? Cette idée de la différence, genre, la femme elle existe pour justifier l'existence de l'homme. Et la femme, c'est presque la définition de la femme, c'est ne pas étant l'homme. Comme si para définir a mulher, a gente definisse a mulher como não sendo o homem. L'homme se définit par lui-même, n'est-ce pas? O homem se define por si mesmo. A mulher é o outro, o que não é o homem. Et donc, ça fait partie de la théorie psychanalytique de Lacan. Lacan, c'est immense, c'est contradictoire parfois dans son propre système. C'est ce genre des théoriciens on peut parler du premier Lacan et du dernier Lacan. Freud aussi, mais c'est quelque chose qui est présent dans sa théorie qu'elles vont critiquer ici, cette question de la différence. Et on va voir surtout avec Mimi Vitti. Et spécificité et possibilité dans le langage féminin. Et là, c'est où je vais répondre à la question, claire, de l'écriture féminine. D'accord? Et j'avance encore ici. La subversion du langage patriarcal, subjectivité et constitution de l'identité générique, c'est-à-dire de l'identité de genre, le postcolonialisme et l'impérialisme culturel, la recherche de la logique ou d'une logique alternative et la possibilité d'une épistémologie féminine. Sa caractéristique fondamentale est la diversité et la non-fondamentation à une théorie intégrée. Et ça, tout ça, on va voir, pas tout ça, mais quelques-unes de ces questions, on va voir dans les textes de Sexou et Vitti. Mais je voudrais bien faire cette lecture ici parce que c'est bien organisé. Je pense que ça nous aidera à entrer dans leur texte. Voyons ici. Voilà. Donc, ici, nous avons, je vais juste vous montrer, dans les livres disponibles dans les fichiers, j'ai mis cette histoire du féminisme, c'est intéressant. Je ne vais pas survoler le livre. Il y a ce livre-là, Le féminisme, qui est intéressant. C'est un livre récent, je crois qu'il est de 2007, je ne sais pas exactement ici, de 2012 en fait. Et c'est un livre assez facile à lire, je dirais, dans le langage jeune et un peu pop. Donc, vous voyez, il y a ce genre de charges. C'est assez intéressant, à mon avis, pour faire un survol de questions assez intéressantes. Comme vous voyez ici, les nous du féminisme, sexe, pornographie et prostitution, la conquête de l'espace public. Par exemple, cette idée de la conquête de l'espace public, j'ai vu récemment, en raison de la pandémie, par exemple, un questionnement intéressant de quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'était Nathalie Pasternak,
qui avait dit, au lieu si vous voulez parler des femmes dans la science, arrêtez de les appeler pour parler des femmes dans la science et les inviter pour parler de science, n'est-ce pas? En portugais, elle avait dit quelque chose comme ça. Parar de chamar as mulheres para falar das mulheres da ciência e chamem, convide-as ou convidem-nas para falar de ciência. Ponto. Tá? Je crois que les deux questions sont importantes, n'est-ce pas? Je crois qu'elles sont non excluantes. Excludante. Voyons ici. Je sais pas, une qui exclut l'autre. Je pense, juste en prenant le... Comment on dit, Daniel, cette expression, pegando gancho? Prenant le crochet, épinglant. Não, peraí. Eu vou ter que olhar no livro, pegar o gancho, porque não sei se... Qui existe. Não, se a gente traduz no... Mais juste pour ne pas oublier, en parlant. Enchaînant. Eu vou colocar aqui, pegar o gancho em francês. Enchaînant. Ah, d'accord, enchaînant. Ouais, Clara, je connais une expression des jeunes pour ça, je pense. Mais c'est une expression juste pour les jeunes, hein, c'est prendre la ref. Prendre la ref. Ouais. Est-ce que je suis jeune encore? Est-ce que je peux utiliser ça? Prendre la ref. Ah, comme prendre la référence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais attention, hein, c'est pas un truc très commun. C'est plutôt dans le lycée. J'ai entendu beaucoup les élèves en disant Ah, tu es nul, tu n'as pas la ref. Ah, d'accord. T'as pas de référence, oui. Ouais, c'est ça. Ah, merci, c'est bien. C'est comme un argot, non? Une expression argot. Ouais. Oui, tout à fait, oui. C'est trop cool, merci. Bon, donc, en prenant la ref, parce que je suis jeune, hein, je pense que je suis jeune. Quand tu dis, Daniel, ça, de femmes à la science, tout ça, et ce que cette dame a dit, c'est un peu ça, je pense, la situation de littérature féminine. Donc, on va écrire, oui, tu vois, les sujets des femmes, pour les femmes. Non, enfin, ce sont des sujets généraux pour tout le monde et le protagoniste, c'est la protagoniste. Ben voilà. Je pense que ça se rapproche, hein, dans quelque échelle. T'as pas de son, je pense, hein, ton micro, je pense qu'il est éteint. Je t'entends pas. Vous m'écoutez ou pas? Ah, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je parlais en même temps que toi. Je suis désolé. Je m'excuse. Non, c'est bon, j'ai fini. C'est juste pour prendre la règle. Oui, en fait, je vais faire ça là, de discuter la question de la littérature féminine selon Hélène Cixous. Mais là, c'est un texte des années 60-70. Et il faut voir ça de façon historique et de façon critique, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, il y a encore du sens de parler de littérature féminine ou non, ou s'il y a un langage féminin ou pas, d'accord? Mais c'est une question qu'il faut se poser même, parce que là, on parle de littérature, et c'est intéressant parce que dans ce texte, Le rire de la méduse, elle va parler d'une littérature féminine. Et c'est intéressant que les discours dans les années 70 de Monique Wittig va être contraire à l'idée d'une littérature féminine. Et c'est intéressant qu'il y a une divergence dans la... et moi, par contre, je ne connais pas leur production de façon intégrale pour savoir si elles ont changé d'avis ou pas. Mais c'est intéressant parce que c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quand je dis que c'est une question qu'il faut se poser, cela ne veut pas dire qu'on va affirmer ou réaffirmer cette idée-là. Mais c'est une question qui, la critique littéraire s'est posée à un moment donné, n'est-ce pas? Et de la même façon, et c'est intéressant parce que
en se posant la question sur un langage ou une littérature féminine, par conséquent, on se pose la question sur, donc il existe une littérature masculine. Et une des questions, et vous voyez, tu vois, Clara, que quand on se pose cette question, qui nous mène à la question, alors, existe-t-il une littérature masculine? Et la réponse est non, il y a la littérature. C'est la critique que Monique Wittig fait, parce qu'on universalise le masculin. Tout à fait. Et juste entrer dans cette rêve encore, quand on se demande s'il y a alors une littérature masculine, on dit qu'il est non, mais c'est juste regarder tous les canons et tous les classiques. Hein, ils sont tous des hommes et les protagonistes sont souvent, très très souvent des hommes. Hein, on voit là, enfin tout. Proust, un exemple. Enfin, grande majorité. Hein, les protagonistes ne sont pas des femmes qui vont vraiment protagoniser leur vie, tout ça. Donc, Madame Bovary, à la fois, elle s'est tue. Hein, donc, c'est écrit par un homme. Elle est hyper problématique, hyper encadrée dans un endroit qu'elle ne peut pas s'en sortir pour toute la société, tout ça. Donc, c'est ça, c'est modifier un peu la critique. Hein. Est-ce qu'il y a une littérature masculine? Non, mais tous les canons sont écrits par des hommes et les protagonistes sont des hommes. Oui. Donc, il existe, à mon avis. Oui, ça existe. Je ne réunis pas ce que tu dis. Mais quand on fait cette révision du canon, on découvre aussi une autre tradition qui était présente depuis toujours. Par exemple, La Princesse de Clèves, c'est un roman de... Tu te souviens de... J'avais commenté ce livre dans la discipline des romans. Tu as suivi avec moi. Tu te souviens que j'avais posé la question si... c'était au début du cours, si être en relation avec quelqu'un et penser à quelqu'un d'autre, si c'était une trahison. Près de moi. Et en fait, c'est un roman du XVIIe siècle, donc écrit en 1600 et quelques, par une écrivaine, Madame de Lafayette, dont la protagoniste est une femme. Oui, voilà, un cas. Et c'est justement ça que Virginia Woolf va dire, que c'est pas possible pour les femmes écrire parce que elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de solde comme les hommes, elles doivent rester à la maison, tout ça. Donc, c'est un cas au XVIe siècle, hein, ou peut-être 2, 3 cas. Et si on regarde les hommes, voilà. Et, hein, et en plus, juste pour mettre là-dedans, et les problématiques qui sont soulevées dans par exemple, par Proust ou encore par la comédie humaine, non, des Balzac ou Victor Hugo, tout ça, ce sont ou encore pour Don Quichotte, je ne sais pas, des grands canons, même pas français, ce sont des problématiques, des réflexions que se disent de tout le monde, hein, de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'ils sont des canons, comme tu as expliqué. C'est pour ça qu'ils ont survécu, qu'ils sont survécus toutes ces années. Ils sont encore des livres que tout le monde le lit, tout ça, tout ça, tout ça. Mais est-ce que ce sont des problématiques des femmes? Ce sont des problématiques de l'esprit, mais de quel esprit, là? Est-ce que l'esprit a de genre? Enfin, voilà, et c'est souvent des problématiques des hommes. Que les femmes aussi peuvent participer, mais elles ne sont pas abordées. Comme dans les cas de l'événement des Ernaud, non, c'est un cas féminin. Hein. Seules les femmes ont ce type d'événement, justement. Et voilà, nous avons un livre reconnu, voilà, hein, à la contemporanéité. Et ça fait combien de temps que les femmes font des avortements? Donc, ça, c'est aussi un sujet à l'esprit. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, d'une certaine façon, c'est presque une façon aussi de chercher c'est pas une justification, mais de renforcer l'histoire de la femme quand on fait cette révision du canon. Et on va chercher même dans le passé des écrivaines ou des œuvres qui représentaient assez souvent la représentation de la femme, même dans des œuvres ou la plupart écrites par les hommes, ça sert à voir la vision qu'on avait de la femme à cette époque-là.
Tout à fait. Contre, quand on retrouve une œuvre écrite par une femme dans le passé, Moyen Âge, etc., ça nous permet aussi de voir les genres de questions posées par les femmes, ce qu'elles pensaient, ce qu'elles sentaient, parce que la littérature est une espèce d'histoire de la sensibilité, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant si on regarde de façon critique, parce que les féminismes, au pluriel, vont voir ce genre de choses aussi, n'est-ce pas? Par exemple, de voir la différence de la femme selon la classe sociale. Et là, je t'ai parlé de Madame Lafayette. Madame Lafayette était, n'est-ce pas, qui appartenait à la cour, qui avait un chez elle, qui recevait les grands intellectuels. Mais par exemple, il y a au XVIIe siècle Madame de Sévigné, qui est connue par ses lettres, mais le genre lettres était un genre réservé aux femmes parce que c'était un genre mineur. Même une femme intellectuelle comme et participant à la société, au débat philosophique, tout ça, qui partageait cet espace public avec des hommes, pour elle, assez souvent, ce qui était réservé était l'espace, par exemple, des lettres comme genre mineur. Oui, oui. C'est pour ça que la révision bibliographique qui fait Virginia Woolf est hyper intéressante et importante parce qu'elle va justement réviser toutes ces femmes-là qui produisaient à ce moment et qui quand même voilà, c'est son peu en comparaison. En comparant les hommes. Mais même dans les siècles 19, là, Mary Shelley, c'était un absurde ça. Hein? Elle a écrit un classique, un canon, mais elle a publié par le nom de son mari la première fois, Frankenstein. Donc, voilà. Et Yann, oui, c'est juste une réflexion parce que c'est curieux comme les rôles de la femme changent par rapport au Occident et l'Orient. Parce que dans le Japon, les grands canons de la littérature sont des femmes. Donc, les plus connues écrivaines, le livre, je ne sais pas en français, mais c'est le livre des lauriers. Et les femmes qui écrivaient les romans, les haikas, les poèmes, tout ça était comme une tâche des femmes. Donc, c'est intéressant, cette différence. Principalement dans je ne sais pas comment dire, les Azeres, né? Porque en Japon, c'était eras, je ne sais pas, de dynasties. Donc, c'est ça. C'est intéressant. Moi, je ne connais pas trop la littérature japonaise. J'ai juste quelques références. Une très éloignée qui est celle qui a donné le film Le livre de chevet, o livro de cabeceira, do Peter Greenaway. Não sei se vocês conhecem esse livro. Oui, oui. Oui, c'est o livro de travesseiro. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'était une espèce de journal intime, n'est-ce pas? Oui, journal intime, oui, mais il y a aussi le haikas. Les haikas, la plupart des haikas a été faite par les femmes. Donc, oui. Et c'est intéressant, je parlais de journal intime et de lettres, parce que les journaux intimes, c'est un genre relégué aux femmes, tandis que les hommes assez souvent faisaient les mémoires. Et il y a cette différence de journal intime comme un texte d'intimité, n'est-ce pas? Les mémoires, normalement, ce sont les expériences vécues par la personne, mais de l'espace public. N'est-ce pas? Par exemple, Fernando Henrique a publié récemment Meus anos na Previdência, quelque chose comme ça. C'est un livre de mémoire, ce genre de livre, n'est-ce pas? Qui parle de l'expérience dans l'espace public.
et pas un journal intime. N'est-ce pas? Un journal intime de Véronique serait de parler de ses angoisses intimes, peut-être les problèmes de mariage ou comme ça, etc. Donc, voilà. Et donc, je voudrais avancer ici. C'était juste donc pour vous montrer des questions ici, culture des femmes, culture féministe, l'espace public, la politique de la représentation, discours de la méthode, etc. Donc, si vous, ça c'est pour, si vous voulez, n'est-ce pas, si vous voulez vous approfondir dans cette thématique. Et je voudrais donc entrer dans le texte d'aujourd'hui parce que, ouais, c'est urgent de le faire. Donc, vous voyez ici le livre d'Hélène Cixous, Le rire de la méduse. Et c'est intéressant, j'ai trouvé une explication sur la question du mythe de la méduse, comment il s'échange depuis l'Antiquité classique et il va être rélu par les féministes. Et il va devenir la forme, parce que les représentations de la méduse, nous avons cette représentation d'une femme avec les serpents et qui nous était interdit de la regarder dans les yeux parce qu'elle pétrifiait ceux qui la regardaient, n'est-ce pas? Et donc, il y a des interprétations du mythe assez intéressantes de façon à justifier pourquoi les hommes ont peur des femmes. En fait, c'est une espèce d'allégorie, comme si ce genre de la peur d'être dragué ou porté par la puissance de la femme nous fait rejeter, nous fait en tant qu'homme à rejeter le regard de regarder les femmes dans les yeux. C'est une espèce d'allégorie. Et j'ai vu aussi que dans l'Antiquité classique, la représentation de la méduse était d'abord un sanglier, un javali. Et puis, peu à peu, il va prendre la forme d'une femme et il termine par être une espèce de femme fatale, séduisante, n'est-ce pas, et qui tue en plus. Donc, c'est intéressant de voir comment ça va être relu par le féminisme après. Et donc, j'avance ici et vous voyez dans la... déjà, je ne vais pas tout commenter, mais j'aimerais quand même. Mais vous, Clara, dès le début, c'est intéressant parce qu'elle va apporter l'idée de l'écriture féminine. Et donc, juste ici, parce que le livre, voilà, donc il a été publié en 1975. Et voyons ici, pardon, ce qu'elle va dire. Je parlerai de l'écriture féminine, de ce qu'elle fera. Il faut que la femme écrive, que la femme écrive, de la femme et fasse venir les femmes à l'écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles l'ont été de leur corps. Donc, et puis elle va nous donner une définition, si c'est possible de parler de définition d'écriture féminine, elle va essayer de le faire et je vais vous montrer cet extrait. Mais une autre chose que je voudrais pointer ici, c'est la relation qu'elle fait. Les femmes ont été éloignées aussi violemment de l'écriture et de leur corps. N'est-ce pas? Ça, c'est intéressant Ah oui, j'ai vu que tu avais partagé ça, c'était intéressant. Tu as vu ça? C'est trop cool que tu parles de ça. Pardon d'interrompre, c'est que j'ai découvert ça hier et du coup, j'ai partagé avec vous que c'est aussi une autre vision de la légende. Enfin, ouais, une autre vision de cette légende grecque. Oui, et c'est très cool de penser à ça. Hein. C'est très intéressant de voir la légende d'un autre côté, là, comme Méduse, comme une victime de la violence à la femme, voilà, et que enfin, les déesses les font cette
transformation, soit pour se protéger des hommes ou pour la punir. Donc, c'est très cool. Je vous invite à lire après notre vision de la légende. Merci de partager. Thierry. Et donc, avançons ici. Voilà. Oui, je vais lire rapidement. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais ça, c'est important à dire aussi. Clara et les autres. Elle va parler d'écriture féminine, mais il faut ne pas lire ça de façon naïve. D'accord? Ce n'est pas genre de faire cette distinction entre une littérature émotive ou quelque chose comme ça, comme une littérature féminine et une littérature masculine d'une autre façon. Mais elle fera cette distinction. Et puis, pour les mêmes raisons, pour la même loi, dans les mêmes buts mortels. Il faut que la femme se mette au texte comme au monde et à l'histoire de son propre mouvement. Et ça, c'est intéressant parce que le texte, il fonctionne comme une espèce de manifeste et d'invitation aux femmes à l'écriture. Et aussi, une chose intéressante, c'est quand elle dit « je me refuse à les consolider en les répétant, à leur prêter une inamovibilité équivalente à un destin, à confondre les biologiques et les culturels. Elle se refuse à ce genre de choses. Et sinon, oui, non, ça va. On peut parler d'une sexualité féminine uniforme, homogène. Ça, c'est intéressant aussi. On ne peut parler d'une, en italique, sexualité féminine uniforme, homogène, à parcours codable, c'est-à-dire on peut codifier, pas plus que d'un inconscient semblable. Et en plus, une des critiques qu'elles vont faire, c'est que l'idée de l'inconscient, elle est basée sur des modèles masculins, n'est-ce pas? Et puis, les formes, compositions, moi aussi. Oui, en fait, ici, il y a un discours, comment je peux dire, qui est un peu daté en quelque mesure, n'est-ce pas? Mais moi, je dirais qu'il est daté parce qu'il surgit à cette époque, dans les années 60, surtout après 68. Par contre, il n'est pas daté parce que on a encore aujourd'hui besoin de parler de ces mêmes choses. Quand elle dit, par exemple, moi aussi je déborde, mes désirs ont inventé de nouveaux désirs, mon corps connaît des chants inouïs, des cantos inaudits. Moi aussi, je me suis tant de fois senti pleine à exploser des torrents lumineux, des formes beaucoup plus belles que celles qui encadraient ces vandes par toute la galette qui tue, n'est-ce pas? C'est une espèce, comme si elle disait qu'elle ressentait chez elle, dans son fort intime, des choses beaucoup plus intéressantes que les choses qu'elle lisait, n'est-ce pas? Raison pour laquelle les femmes doivent se mettre à l'écriture. Voyons ici, oups. Parfois, quand j'avance, je perds. Ici, non, je peux avancer. Non, ouais, voilà. Ah, ce paragraphe, il est intéressant. Voilà, ici. Parce qu'il y a plusieurs questions intéressantes. Et pourquoi n'écris-tu pas? Écris, c'est un impératif. L'écriture est pour toi. Tu es pour toi.
ton corps est à toi, prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit et pourquoi tu n'as pas écrit avant l'âge, et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans. Parce que l'écriture, c'est à la fois les trop hauts, les trop grands pour toi, c'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux grands hommes. C'est de la bêtise, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elle reproduit un peu les discours qu'on fait pour les femmes ou contre l'écriture des femmes, ou contre le fait que les femmes se mettent à l'écriture, et puis elles disent c'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as un peu écrit, mais en cachette. Ça revient à la question qu'on s'est posée, Clara. Quand on retrouve les écrits, les textes écrits par les femmes, assez souvent, ce sont des textes qui ont été écrits en cachette, em segredo, às escondidas. Et ce n'était pas bon, mais parce que c'était en cachette et tu te punissais d'écrire que tu n'allais pas jusqu'au bout ou je vais changer ici parce que sinon je perds à cause de la boîte. Ici, je perds le texte. Ouais, c'est bon. Voilà. Je suis ici tout en bas. Et je peux déplacer cette boîte ici. Voilà. Désolé encore. Voilà. Donc, voilà, en cachette, et ce n'était pas bon, mais parce que c'était en cachette et tu te punissais d'écrire que tu n'allais pas jusqu'au bout. Ou qu'écrivant irrésistiblement, comme nous nous masturbions en cachette, c'était non pas pour aller plus loin, mais pour atténuer un peu la tension, juste assez pour que les trop cessent de tourmenter. Et puis, dès qu'on a joui ici, gozar mesmo, né, de ter orgasme, on se dépêche de se culpabiliser pour se faire pardonner ou d'oublier d'enterrer jusqu'à la prochaine. Donc, vous voyez, c'est très intéressant la façon de composer l'argument. Elle avait fait la comparaison de l'écriture, de l'interdiction de la femme à l'écriture et à son propre corps. Et ici, elle fait cette analogie, encore une fois, de comment on écrit, c'est-à-dire les femmes écrivent en cachette, de la même façon qu'elles se masturbent, en cachette aussi. Et puis, en plus, il y a la culpabilisation. Et ici, je pense qu'on pourrait parler de la syndrome je ne sais pas comment on dit ça en français, síndrome da impostora. E récemment, eu estou dizendo no feminino mesmo, porque eu vi algo que falava isso. Por que a gente acaba usando a expressão muitas vezes no feminino, justamente. En prenant la ref, Grégoire Duvivier a écrit une colonne très bonne sur ça, dans Folias, cette semaine, sur le syndrome de l'imposteur, ou de l'impostureur, je ne sais pas. Ici, quand je mets en féminin, pour traduire pour le français, il donne l'imposteur au masculin, syndrome de l'imposteur. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça, la traduction, syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est ça qui reverse au contexte m'a montré. C'est ça que j'utilise le plus souvent. Je cherche ici imposteur pour voir le féminin dans un autre dictionnaire. Je ne sais pas si c'est imposteur, je vais mettre juste imposteur. Non. Non, voilà. Ah, il dit usurpatrice. En français, il dit imposteur pour un imposteur et usurpatrice. Ah, d'accord. Usurpatrice. Peut-être que c'est une syndrome brésilienne. C'est intéressant parce que imposteur et usurpateur, ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. On nie la possibilité d'imposteur à la femme, mais on attribue
celle qui retire quelque chose qui ne l'appartient pas. Oui, c'est intéressant. Et c'est ce genre de réflexion sur les langages que est une des contributions, je ne vais pas dire la plus importante, mais une des contributions de ce genre d'études féministes, n'est-ce pas? De mettre la question sur les marques des genres dans le langage, n'est-ce pas? Et donc, avançons encore. Oui, ici c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'elle dit aux hommes. Les vrais textes de femmes, des textes avec le sexe des femmes, ça ne leur fait pas plaisir aux hommes. Ça leur fait peur, ça les écœure. Écœurer, c'est un verbe, é tipo embrulhar o estômago, dar náuseas, n'est-ce pas? J'écris femme, il faut que la femme écrive la femme. Et donc, vous voyez ici l'imposteuse. C'est ça, Ilana? Oui, et imposteuse ou impostrice aussi. Ah, cool. Je n'avais pas trouvé. Cool. Merci de partager aussi. Et avançons donc, voyons, je vais essayer d'aller peut-être aux endroits les plus importants. Parce que s'il y a tant d'extraits soulignés ici, parce qu'il y a trop d'extraits importants. Non. Non, ça va. Oui, ici, elle va parler de écriture masculine. J'ouvre ici une parenthèse. Je dis bien écriture masculine et je soutiens sans équivoque qu'il y a des écritures marquées de genre, de sexe. Que l'écriture a été jusqu'à présent de façon beaucoup plus étendue, extense, répressive, que l'on les soupçonne ou que l'on l'avoue, gérée par une économie libidinale et culturelle, donc politique, typiquement masculine, un lieu où c'est reproduit plus ou moins consciemment et de façon redoutable, car souvent occulté ou paré des charmes mystifiants de la fiction, les refoulements de la femme, refoulement ou recalque, hein, un lieu qui a charrié grossièrement tous les signes de l'opposition sexuelle et non de la différence, et où la femme n'a jamais eu sa parole, cela étant d'autant plus grave et impardonnable que justement l'écriture est la possibilité même du changement, l'espace d'où peut s'élancer une pensée subversive, les mouvements avant-coureurs, tipo desbravador, né, mouvement desbravador, d'une transformation des structures sociales et culturelles. Et puis, elle va parler ici de l'histoire de l'écriture se confond avec l'histoire de la raison et l'histoire phallocentrique. Donc, elle va parler de cette histoire phallocentrique, n'est-ce pas? Et donc, l'histoire littéraire, l'histoire de l'écriture et l'histoire de la raison, ce sont des histoires masculines phallocentriques. Et il y a cette question qu'elle repose ici de l'écriture, quand elle appelle les femmes à l'écriture, encore une fois au corps. Écris-toi, il faut que ton corps se fasse entendre. Comme si cette écriture féminine, qu'elle considère l'existence, passe par les corps de la femme. D'accord?
les corps qui a été confisqué, comme elle dit ici. Non, ça va. Il y a, peut-être c'est ici la définition qu'elle avait. Voyons. Ici, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Oui, c'est encore dans ces, comme je disais, ces discours de manifeste, qu'elle dit quelque chose que vous éprouvez peut-être, n'est-ce pas? Il est temps que la femme marque ses coups dans la langue écrite et orale. Et puis, elle dira ici, toute femme a connu les tourments de la venue à la parole orale, les cœurs qui battent à se rompre, parfois la chute dans la perte des langages, les sols, la langue se dérobant, mais se dérober et furtar-se, mais à língua se furtando. Tant parler est pour la femme, je dirais même, ouvrir la bouche en public, une témérité, une transgression. Double détresse, détresse comme o sofrimento, miséria, car même si elle transgresse, sa parole choix de fracassar, né? Presque toujours dans la sourde oreille masculine qui n'entend dans la langue que ceux qui parlent au masculin. Et ça, c'est quelque chose que sûrement vous avez déjà éprouvé à un moment ou autre de la vie, n'est-ce pas? De parler quelque chose, de dire quelque chose en public et cela n'est pas considéré, n'est-ce pas? Assez souvent, Anna, par exemple, qui a déjà travaillé dans le monde corporatif, dans des entreprises, dans des réunions, c'était un peu comme ça, de partager une idée, par exemple. L'idée n'était pas considérée, et puis un homme dit la même chose et l'idée est prise, n'est-ce pas? Et puis, écriture féminine, peut-être c'est ici la définition. Je crois qu'il y a un autre moment où il y a une définition. En vérité, elle matérialise charnellement ce qu'elle pense, elle le signifie avec son corps. D'une certaine manière, elle inscrit ce qu'elle dit parce qu'elle ne refuse pas à la pulsion de sa part indisciplinable et passionnée à la parole. Son discours, même théorique ou politique, n'est jamais simple et linéaire ou objectivé, généralisé. Elle entraîne dans l'histoire son histoire. Et donc, il y a ici, c'est quelque chose, à mon avis, un peu problématique, parce qu'elle va faire toujours cette connexion entre la langue ou l'écriture de la femme ou les discours de la femme et son corps. Et en plus, il y a cette inscription ici à la pulsion, comme si, et ça me fait penser, genre la pulsion indisciplinable, passionnée à la parole, comme si le discours de la femme était toujours émotif et pas capable de rationalité. C'est quelque chose il faut lire avec attention, mais en lisant cet extrait, ça me fait penser un peu comme ça, n'est-ce pas? Avançons encore. Ici, c'était quelque chose d'intéressant et un dialogue avec la psychanalyse. Quand elle dit ici, parce qu'aucune femme n'empile, empilhar mesmo, autant de défenses antipulsionnelles qu'un homme. En fait, c'est une justification pour le paragraphe précédent, comme si les discours de la femme et l'écriture de la femme introduit ou incorporent les passions, l'émotivité, les pulsions, parce qu'elle ne refoule pas, elle n'en recalque comme l'homme le fait.
Et d'une certaine façon, je crois qu'elle a raison, en quelque mesure, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que le vocabulaire est psychanalytique. Aucune femme n'empile autant de défenses antipulsionnelles qu'un homme. Antipulsionnel, c'est contre les pulsions sexuelles, de mort, etc. N'est-ce pas? Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on passe, nous les hommes, par un apprentissage de comment parler de ses émotions, n'est-ce pas? Parce que on ne nous a pas appris à parler des émotions. Assez souvent, si on parle de nos émotions, on parle de façon indirecte ou même, à contraire, par exemple, par la violence, n'est-ce pas? Assez souvent, la violence masculine, c'est une façon d'externaliser quelque chose qui on n'est pas capable de le faire dans le langage, n'est-ce pas? Voyons encore. Ah, ici, c'était quelque chose, parce que une chose que j'ai ressentie dans son texte, qui était très intéressant, c'est que son texte commence dans je dirais, dans un cadre logique de la syntaxe, et puis elle introduit, elle transforme la syntaxe, ou elle pervertit pour mieux, peut-être le mot n'est pas approprié, mais elle transgresse la syntaxe. Et vous voyez ici, elle dira, il suffit qu'à la femme soit donné par une autre le meilleur d'elle-même pour que la femme puisse s'aimer et rendre un amour le corps qui lui est né. Et puis, elle continue ici. L'enfant qu'elle a été, qu'elle est, qu'elle fait, refait, de fait, au lieu où même elle s'autre. Vous voyez qu'elle utilise un néologisme comme sautrer, autrar-se. Vous voyez, c'est de se faire autre que soi-même, quelque chose comme ça. Et puis, elle va, je vais vous montrer la fin du texte, c'est presque de la littérature, mais c'est un texte théorique, de la littérature qui s'attaque à ce genre de néologisme, n'est-ce pas? Et voyons encore. Non, je vais avancer un peu plus vite ici. Oui, c'est ici la partie dans laquelle elle essaye une définition de l'écriture féminine. Oups. Voilà. Impossible de définir une pratique féminine de l'écriture, d'une impossibilité qui se maintiendra car on ne pourra jamais théoriser cette pratique. L'enfermer, la coder, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Tu vois, Clara, elle dit que c'est impossible de définir une pratique féminine de l'écriture. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Mais c'est difficile de définir parce que c'est difficile de théoriser cette pratique, de l'enfermer, de la coder parce qu'elle est hétérogène. Si l'écriture masculine tend, ou la vision du monde, la pratique masculine tend à l'homogénéisation, et à l'universel. L'universel, c'est ça, n'est-ce pas? C'est homogénéiser à tout le monde la même chose. Et ça c'est rendre un concept universel applicable à tout le monde. Et ce qu'elle va dire, c'est que l'écriture féminine est hétérogène parce qu'elle est unique, individuelle. Et donc, elle existe, même si c'est impossible de la définir. Et elle continue ici plus en bas.
mais elle excédera toujours les discours qui régissent le système phallocentrique. Elle excédera toujours les discours qui régissent le système phallocentrique. Elle a et aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnés à la domination philosophique théorique. Donc, elle va se passer, aura lieu dans des territoires qui ne sont pas subordonnés à la domination philosophique théorique, parce qu'elle place cette domination philosophique théorique dans l'écriture phallocentrique. Elle ne laissera penser que par ses sujets casseurs, elle ne se laissera penser que par les sujets casseurs des automatismes, les coureurs de bord qu'aucune autorité ne subjugue jamais. Donc, c'est un peu cette invitation qu'elle fait de découvrir d'autres endroits pour que cette écriture féminine s'inscrive, qui ne sont pas les endroits du phallocentrisme, c'est-à-dire la théorie et la philosophie. La philosophie, parfois on parle de la raison comme un synonyme, n'est-ce pas? La philosophie, la raison, comme si la philosophie a été toujours, ou celle se résumait à la raison, n'est-ce pas? Voyons encore. Non, ça va, on avance. Elle va entrer dans une question de la bisexualité ici, qui n'est pas, qui est intéressante, mais je ne vais pas en parler, parce que je voudrais commenter aussi le texte de Wittig. Oui, ici, c'est l'endroit où elle commence à refaire le mythe de la méduse. Il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir. Et elle n'est pas mortelle, elle est belle et elle rit. Donc, elle reconstruit la méduse de ce monstre comme la femme, n'est-ce pas? Et elle n'est pas un monstre horrible, mais plutôt elle est belle et elle rit. Ici aussi, c'est intéressant cette idée de deux. Il y a deux irreprésentables, la mort et le sexe féminin. Voilà. Je vais sauter à la fin du texte pour vous montrer comment il y a une transformation de l'écriture à la fin du texte. Oui, ici, ça commence déjà d'une façon intéressante parce qu'elle ne peut pas, dès qu'elle se fraye sa voix, dans les symboliques, ne pas en faire les chaosmos du personnel. Donc, elle ajoute chaos et cosmos, n'est-ce pas? Le cosmos comme la création, mais une création chaotique ou du chaos, n'est-ce pas? Du personnel, de ses pronoms, de ses noms et de sa clique des référents. Et pour cause, il y aura eu cette longue histoire des génocides, n'est-ce pas, d'assassinat des femmes, n'est-ce pas, ou du féminin, d'une certaine façon. Et puis, ouais, elle va parler de la nature féminine ici, régionalisation, mais il y avait un extrait à la fin. Voyons ici. Elle va parler de la grossesse aussi. Ici, la critique à la psychanalyse.
Ah, c'était ici, ouais, c'était presque à la fin. Ici, c'est la fin du texte. Et voyons ici. C'était ici, ouais, j'arrive à déplacer cette boîte. Aimer, regarder, voyons ici le contexte. Regarder, penser, chercher l'autre dans l'autre, déspéculariser, déspéculer. C'est intéressant, c'est difficile, ce n'est pas impossible, ce qu'elle va dire. Et en fait, ici, elle va parler évidemment de la femme. Ici, c'était parce qu'elle propose une nouvelle façon de l'amour qui ose l'autre. Et cette idée, c'est de se mettre en relation avec l'autre, mais sans chosifier l'autre et sans domination, comme se fait par la logique phallocentrique. Et c'est intéressant parce qu'elle dit ici, au commencement, sont nos différences. Les nouvelles amours osent l'autre. Les vœux les semblent en vol vertigineux entre connaissance et invention. Et quand elle parle ici des connaissances et inventions, c'est la non-domination, n'est-ce pas? D'une nouvelle possibilité d'amour entre les personnes, hommes et femmes ou autres, mais qui se fasse de cette façon, à partir de la connaissance et de l'invention de l'amour et de l'autre, n'est-ce pas? Et puis, elle dira ici, c'est intéressant, le désir qui donne et pas un désir de la jalousie, un désir de la possession de l'autre. Et puis, c'est intéressant ici, elle entre elle, moi et toi, entre l'autre et moi, où l'un est toujours infiniment plus que d'un, plus d'un et plus que moi, sans craindre d'atteindre jamais une limite, jouisseuse de notre dévenance. Et c'est intéressant parce que ici, jouisseuse, c'est tipo aquela qui frui, qui goza, né? De notre dévenance. Et dévenance, en fait, c'est un néologisme qui vient de devenir, n'est-ce pas? De tornar-se. Então, que seria um tipo de relação, vou dizer em português para tentar achar palavras, um tipo de relação que seria capaz de se gozar do nosso devir, né? De tornar-se, de ser capaz de transmutar-se, de virar outra coisa. Et puis, ici, une autre partie intéressante que je dis ici dans la boîte, les travaux du langage et sur le langage. Elle dira ici, elle traverse les amours défensifs, les maternages, les dévorations. Au-delà du narcissisme avare, qui est une forme d'amour, né, le narcissisme est une forme d'amour, dans l'espace mouvant, ouvert, transitionnel, elle court ses risques. Les femmes ou la femme court ses risques. Au-delà de la remise en lit de la lune à mort, de l'amour-guerre qui prétend figurer l'échange, elle se rit d'une dynamique d'éros que la haine alimenterait. Haine, héritage, un corps, un reste, un asservissement du pan au phallus. Seria uma herança, o ódio, né, a haine, seria essa herança, um resto, asservissement, é assujeitamento du pan au phallus, que seria gerado por essa imposição desse amor fálico, né? E aí ela coloca aimer e dá uma outra definição, né? Que é regarder, penser, chercher l'autre dans l'autre, né? Então, aí que entra, desculpa, estou meio empolgado aqui, porque essa parte é muito interessante.
que aí eu queria falar desse trabalho na linguagem e sobre a linguagem, né? Então ela coloca, amar para ela, já nessa reconstrução do ponto de vista da mulher, seria regarder, penser, chercher l'autre, né? Olhar, pensar e procurar o outro no outro, e não no espelho do narcisismo, que somos nós mesmos. Né? Então, por isso que ela fala ali em cima da invenção. Né? E aí, então, né, observar, ouvir, pensar e procurar o outro no outro. E de-especulariser. Esse de-especulariser, especulariser vem de espelho, né? Então seria desespelhar. E depois, especuler. Eu tinha procurado o sentido de especuler, no segundo. Tipo, seria desmonetizar, tirar da economia monétaire. Né? Et voyons encore, non, c'est bon, là. Non, c'est bon. Et je voudrais encore, je vois ici que Anna essaye de m'apporter quelqu'un pour vous le montrer. Mais je voudrais en parler, ou parler un peu du texte de Monique Wittig, mais il nous reste encore 3 minutes. Est-ce que ça vous dérange si je termine cette discussion la semaine prochaine? Non, moi non, ça va. D'accord. Parce qu'il y a des questions très intéressantes dans ce texte. Je ne voudrais pas les oublier complètement ou les laisser passer comme ça sans les commenter. Mais je vais faire comme ça. Je vais terminer là aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement pour préserver l'image de mon petit. Et